Bonjour et bienvenue à tous aux 14h de Radio J. Steve Nadjer au micro, je suis ravi de vous retrouver. Merci d'avoir choisi Radio J pour démarrer votre après-midi. On est ensemble jusqu'à 14h30. 14h que vous pouvez suivre sur les sites et applications de Radio J et en vidéo sur Facebook et YouTube. Au sommaire de cette édition, l'enquête qui se poursuit 3 jours après l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. On écoutera dans le journal le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin qui a annoncé ce matin des opérations policières contre la mouvance islamiste. Hier, des dizaines de milliers de personnes se sont réunies dans tout le pays pour afficher leur solidarité avec l'enseignant assassiné Samuel Paty et faire front face à l'islamisme. Nous serons en ligne dans quelques minutes avec le grand rabbin de France, Raïm Corsia. Puis on écoutera également dans cette édition François Hollande et Manuel Valls qui ont accepté hier de répondre aux questions de Radio J. À l'Elysée, Emmanuel Macron prépare la riposte. Hier en fin de journée, le président de la République a réuni un conseil de défense. Quelle réponse apporter face à la radicalisation islamiste dans le pays? Ma deuxième invitée sera la chercheuse Amélie Myriam Chélier. Et puis on rejoindra Israël. Le pays se déconfine progressivement et connaît une actualité diplomatique particulièrement chargée. Pascal Zonshine nous en dira plus depuis Jérusalem. Voilà, vous savez tout du sommaire. Tout de suite, le premier bulletin d'information de l'après-midi. Bonjour Gabriel Attal. Bonjour Steve. Donc après l'assassinat du professeur Samuel Paty, des mesures ont été annoncées par Emmanuel Macron à la suite du Conseil de défense hier soir. Le président de la République a décidé de mener des actions concrètes rapides contre les structures, associations ou personnes proches des milieux radicalisés et qui propagent des appels à la haine et à la violence pouvant encourager les attentats. La peur va changer de camp et les islamistes ne doivent pas pouvoir dormir tranquilles dans notre pays, a martelé le chef de l'État. Plusieurs mesures ont été annoncées, le renforcement de la sécurité des établissements scolaires à la rentrée des vacances de la Toussaint. À partir d'aujourd'hui, les auteurs des 80 messages de soutien à l'assassin et de haine contre Samuel Paty repérés sur les réseaux sociaux vont faire l'objet de procédures de contrôle. Et Marlène Schiappa, ministre déléguée en charge de la citoyenneté, doit recevoir demain les patrons de ces réseaux sociaux. D'autres décisions doivent être prises, notamment le renforcement des contrôles sur les financements d'un certain nombre d'associations islamistes. Et je le disais Gabriel, l'enquête suit son cours. 11 personnes sont actuellement en garde à vue. La traque de la victime par son assassin pose encore question à l'heure actuelle. On ne sait toujours pas de quelle manière le Tchétchène de 18 ans a été mis au courant des actes de Samuel Paty et de toute l'affaire qui a commencé dans le collège du Bois d'Aulne. Réseaux sociaux, informations rediffusées par des responsables religieux musulmans ou d'autres personnes. L'enquête cherche encore à le déterminer. Selon le quotidien Le Monde, le terroriste aurait abordé des collégiens devant le collège du Bois d'Aulne et leur aurait donné de l'argent pour savoir qui était le professeur ayant montré les caricatures en classe. Plusieurs centaines d'euros auraient été remises aux élèves. Un élève de 15 ans fait d'ailleurs partie des 11 personnes placées en garde à vue. L'exécutif s'active dans le même temps. Gérald Darmanin va demander la dissolution du CCIF et de Baraka City. C'est ce qu'a annoncé ce matin sur Europe 1 le ministre de l'Intérieur. Pour Baraka City, il s'agit d'une association caritative musulmane, populaire et controversée, dont le fondateur Idriss Sy Ahmedi est actuellement sous contrôle judiciaire, a souligné l'ex-ministre de l'Action et des Comptes publics. Gérald Darmanin a expliqué les raisons de la dissolution du CCIF. Et on écoute Gérald Darmanin chez nos confrères d'Europe 1 ce matin. Je souhaite parce que voilà une association qui a été manifestement impliqué puisque le père, je mets des guillemets, qui a mis en vidéo et qui a lancé une fatwa contre ce professeur, il n'y a pas d'autre mot, fait référence très clairement à cette association. Je souhaite parce que c'est une association qui touche les aides d'État, des déductions fiscales, et elle dénonce l'islamophobie d'État. Je souhaite parce que nous avons un certain nombre d'éléments qui nous permettent de penser qu'effectivement c'est un ennemi de la République. Je souhaite aussi que Baraka City soit proposé à la dissolution du Conseil des ministres. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Et puis en hommage à Samuel Paty, des milliers de personnes ont manifesté dans toute la France hier, notamment à Paris, sur la place de la République. Je suis Samuel, liberté d'expression, liberté d'enseigner, on scandait des personnes sur place. De longs applaudissements étaient régulièrement entendus. Le Premier ministre Jean Castex, la maire de Paris Anne Hidalgo, la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse et le chef des Insoumis Jean-Luc Mélenchon étaient notamment sur place. Pour l'ancien président de la République François Hollande, aussi présent sur place, la liberté d'expression est en danger dans le pays. François Hollande qui répondait aux questions de notre confrère de Radio J que vous retrouvez dans la matinale, Ilana Ferradian. Le risque, c'est de ne pas traiter certaines questions dans les cours. La Shoah, l'antisémitisme, et puis les caricatures, ce qu'est la laïcité.
finalement mettre ça de côté pour ne pas fâcher, pour ne pas créer de dissension. Non, au contraire, il faut non pas provoquer, il ne s'agit pas de ça, le enseignant ne provoque jamais, il essaye d'éveiller l'esprit, de faire comprendre ce qui est autorisé, ce qui ne l'est pas, et de faire en sorte que l'élève puisse lui-même faire son examen de conscience et choisisse ensuite ses convictions. Et puis, Gabriel, un des 11 gardés à vue, a retenu l'attention des enquêteurs. Il s'appelle Abdelhakim Sefrioui. Cet activiste bien connu de la police est l'auteur d'une vidéo virale réclamant l'exclusion du professeur d'histoire-géographie qui a été assassiné, Samuel Paty. Né en 1959 à Fès, au Maroc, Abdelhakim Sefrioui, interpellé à Évry et placé en garde à vue depuis samedi, passe pour un vieux routard de l'activisme islamique en région parisienne. Fichier S est inscrit au fichier des personnes radicalisées depuis une quinzaine d'années. Il est notamment connu pour être le fondateur du collectif Cheikh Yassine, du nom du dirigeant du Hamas tué par l'armée israélienne en 2004. Il est également imam autoproclamé, militant antisioniste, soutien de Dieudonné. Pour le moment, aucun lien direct n'a été établi par les enquêteurs entre le meurtrier du professeur et Abdelhakim Sefrioui. Mais ce matin, Gérald Darmanin a accusé Abdelhakim Sefrioui d'avoir manifesté lancé une fatwa contre Samuel Paty. L'ex-premier ministre Manuel Valls était également à la manifestation à Paris. Pour lui, il faut combattre l'islamo-fascisme avec toutes les forces du pays et tous les moyens disponibles. L'ancien chef du gouvernement, toujours au micro d'Ilana Faradian. Tout cet islamisme politique, cet islam politique a une part énorme de responsabilité. Surtout, ils mettent en cause ce que nous sommes, la France, la République. J'ai déjà demandé, je demande la dissolution du CCIF, de Baraka City, de toutes ces organisations qui, de manière très directe d'ailleurs, très insidieuse aussi parfois, mènent ces campagnes contre la République, contre des enseignants comme celui qui a été assassiné. Donc il faut, vous savez, il faut éradiquer l'islamisme. Et pour éradiquer l'islamisme, il faut y aller dans les quartiers, dans les rues, dans les associations, ne plus rien laisser passer. Alors on va rejoindre dans quelques instants Michel Zerbib qui suit pour nous le procès des attentats de janvier 2015. Jaco, est-ce que Michel est avec nous ? Bonjour Michel. Alors on a un petit problème de connexion avec Michel Zerbib qui suit pour nous le procès des attentats de janvier 2015. Bonjour Michel Zerbib. Bonjour Steve, bonjour à tous. La 8e semaine du procès des attentats de janvier 2015 a démarré aujourd'hui dans un contexte évidemment, Michel, particulièrement troublé. Le président de la Cour est d'ailleurs revenu ce matin sur l'attentat de Conflans-Sainte-Honorine. Oui, beaucoup d'émotions. Ce matin, à l'ouverture du procès, à la reprise du procès à 9h30, le président Régis de Jorna a tenu à s'exprimer en lisant un communiqué court, mais très fort. Le président, que justement... la Cour tenait à exprimer son émotion suite à l'assassinat de Samuel Paty. Il est mort du seul fait d'avoir transmis à ses élèves ce que représentait la liberté de penser et la liberté d'expression, a même poursuivi le président à la reprise des débats. Encore une fois, ce sont des caricatures de Charlie Hebdo qui sont en cause, mais ce ne sont pas ceux qui les ont dessinées qui sont morts, mais ceux qui les ont montrés, a déclaré de son côté l'avocat de l'hebdomadaire Charlie Hebdo, maître Richard Malka. En France, il y a une liberté d'expression, il y a une liberté d'enseigner, et nous avons eu raison de publier ces caricatures. Samuel Paty a eu raison d'en parler, a même insisté l'avocat des partis civils, l'avocat de Charlie Hebdo. Et puis, il y a eu d'autres interventions, celle des avocats de la défense, maître Jean Chevet, qui a parlé d'un professeur lâchement odieusement décapité parce qu'il enseignait la liberté d'expression. Nous sommes tous concernés. Enfin, sachez qu'une autre avocate des partis civils, Samia Maktouf, a appelé, elle, la défense de la liberté d'expression et la liberté de penser. Michel, on vous entend un peu moins bien que d'habitude. On va néanmoins poursuivre la conversation. C'est l'interrogatoire qui est sur les faits reprochés à l'accusé Metin Karasolar qui a ensuite été abordé dans la matinée. Absolument. Pendant 3 heures ensuite, c'est Karim Metin Karasolar qui a été interrogé. C'est un délinquant de Charleroi qui se présente volontiers comme une grande gueule, un buveur, un fumeur de shit et un grand joueur, notamment de casino. Il avait raconté avoir acheté début décembre 2015 une voiture à Amédi Koulibaly par l'intermédiaire d'un autre accusé sur le box, Ali Reza Polat, une Austin Mini que le djihadiste avait acquis
frauduleusement quelques mois plus tôt. Et coïncidence troublante qui a été rappelée à la Cour ce matin, comme Kara-Soulard tardait à payer les deux hommes, en l'occurrence Koulibaly et Polat, ils vont faire le déplacement à Charleroi pour le menacer et récupérer l'argent. Les prix bas ont intrigué les enquêteurs. Et en fait, les enquêteurs pensent qu'un complément en nature, c'est-à-dire les armes, faisait partie de cette transaction. D'autant que dans le garage, ils vont retrouver des listes d'armes, le garage de Kara-Soulard, des listes écrites par la main de l'intéressé, l'autre par Polat. Et puis, autre point troublant qui va être encore analysé ce soir, c'est juste l'histoire du téléphone, c'est important. Le 8 janvier, comme par hasard, Kara-Soulard a arrêté son téléphone. Et on en parle beaucoup cet après-midi. Merci beaucoup Michel Zarbib. À demain, peut-être à demain 14h, pour la suite du procès des attentats de janvier 2015. Actualité en Israël maintenant avec vous. Gabriel Israël a entamé son déconfinement hier. Les écoles maternelles ont rouvert ainsi que les entreprises n'accueillant pas de clients. Les plages et parcs nationaux ont aussi rouvert leurs portes. Les restaurants peuvent à nouveau servir des plats emportés. Les Israéliens peuvent aussi se déplacer au-delà de la limite des 1 km de leur domicile, sauf pour certaines localités où le taux de contamination reste élevé. Et 892 nouveaux cas de coronavirus ont été rapportés hier. 3,5% de tests de dépistage ont été positifs. L'État hébreu compte 29 617 cas actifs. 619 patients sont dans un état grave et 212 sous respirateur. 19 personnes de plus sont décédées hier des suites de la maladie. De son côté, le monsieur Corona israélien Roni Gamzou a annoncé à la commission santé de la Knesset tout à l'heure que la période de quarantaine allait être raccourci, Gabriel, à 12 jours. Un examen sera effectué le 10e jour et le coordinateur coronavirus a également expliqué que le moteur de l'épidémie était les jeunes. Ils transmettent la maladie à des personnes âgées qui pourraient devenir très malades et nécessiter une hospitalisation et qui pourraient également en mourir, a déclaré Roni Gamzou. Le professeur israélien a ajouté que la recherche de patients asymptomatiques était la clé pour arrêter la pandémie et qu'il testerait chaque personne du pays si cela était faisable. 14h12 sur Radio J, on vient d'apprendre la mort du négociateur en chef de l'autorité palestinienne Saeb Erekat qui souffrait du coronavirus. Oui, le secrétaire général du comité exécutif de l'OLP avait été admis à l'hôpital Hadassah de Jérusalem. Son état de santé s'était détérioré après avoir été infecté par le coronavirus. L'hôpital avait déclaré qu'il pose un défi de taille dans le traitement du coronavirus en raison de sa transplantation pulmonaire, de son système immunitaire très faible et avec une infection bactérienne en plus du coronavirus. La mort donc du négociateur en chef palestinien Saeb Erekat en début d'après-midi. Le procureur général Avichai Mendelblit a blanchi aujourd'hui la ministre de l'Environnement Ghila Gamliel de la grave allégation de mensonges au ministère de la Santé. Cela fait suite à sa contamination par le coronavirus et sa violation des restrictions du confinement général. La ministre était accusée d'avoir menti pendant l'enquête épidémiologique. Ghila Gamliel aurait dit aux enquêteurs du ministère qu'elle avait été infectée par son chauffeur, mais en même temps, il a été signalé qu'elle séjournait dans une synagogue à Tibériade, à environ 150 km de son domicile à Tel Aviv. Avichai Mendelblit a précisé qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle avait menti sur son statut. Une bonne nouvelle maintenant sur le plan sanitaire. 2 vaccins contre le coronavirus pourraient être prêts et autorisés aux États-Unis, Gabriel, dès le mois de novembre. Pfizer et Moderna prévoient de demander l'aval pour commercialiser leurs vaccins aux États-Unis seulement 9 mois après le premier mort dans le pays. Cela serait un record de vitesse pour le développement d'un vaccin contre la Covid-19. Le lancement éventuel de la vaccination d'ici le nouvel an sera trop limité pour contenir à lui seul la pandémie qui en est à son 3e rebond aux États-Unis. Et puis on termine, Gabriel, avec une belle histoire. Un Israélien hospitalisé pour une infection au coronavirus dans un état grave a pu assister au mariage de son fils. Depuis sa chambre d'hôpital. Le centre médical Hadassah a organisé la cérémonie sous la fenêtre de la chambre du patient de 56 ans. Une vidéo de l'événement d'hier a montré la mariée escortée par 2 femmes tenant des bougies, marchant vers la roupa installée sur le parvis de l'hôpital, alors qu'un artiste chantait de la musique en hébreu et qu'on écoute actuellement. Le couple, issu d'une famille orthodoxe de la ville d'Arad, dans le sud d'Israël, était entouré de leurs invités, d'une poignée d'orthodoxes portant des masques ainsi que de plusieurs photographes. Yad Avraham, une organisation de bénévoles médicaux qui a aidé à organiser le mariage, a déclaré que le père était vêtu d'un chapeau de fête porté par des juifs orthodoxes lors d'occasions spéciales, mais qu'il était trop faible pour être habillé en tenue de mariage traditionnelle. Quelle histoire, merci Gabriel Attal. Radio
14h15 sur Radio J, l'heure de s'envoler vers Israël où nous attend notre correspondante permanente dans le pays. Bonjour Pascal Sunshine. Bonjour Steve Nadjar. Pascal, après les Émirats Arabes Unis et le Bahreïn qui ont signé un accord de paix avec Israël le mois dernier, tous les regards sont désormais tournés vers le Soudan et l'Arabie Saoudite. L'envoyé spécial américain au Moyen-Orient, Avi Berkovitch, a indiqué hier que les conversations avec les Saoudiens étaient, je cite, positives. Que dit-on de ces pourparlers dans les médias israéliens, Pascal ? Alors pour l'instant, on est extrêmement prudent quant à la progression ou à l'issue de ces pourparlers. On comprend évidemment qu'ils entrent maintenant dans une phase sensible, dans une phase critique. Les Américains ont évidemment un rôle éminent à jouer, mais c'est peut-être aussi la proximité de l'élection présidentielle américaine qui ajoute un nouveau paramètre à la progression de ces négociations, dans la mesure où peut-être les Saoudiens préférerait attendre après le 3 novembre de connaître les résultats du scrutin américain avant de passer à l'acte de la normalisation, ce qui est apparemment aussi, d'après certaines sources américaines, le cas du Qatar, dont l'émir aurait apparemment aussi demandé à attendre les élections de novembre aux États-Unis avant de reprendre de manière active les pourparlers avec Israël. Avec l'espoir, Pascal, que Biden batte Trump ? Pas nécessairement, dans la mesure où évidemment le marché que met en main l'administration Trump avec les Émirats du Golfe est pour l'instant probablement plus intéressant que ce que l'administration démocrate pourrait proposer, si tant est qu'elle obtienne, qu'elle remporte l'élection. C'est notamment le cas avec le Soudan, qui apparemment obtiendrait, en échange de la normalisation de ses relations avec Israël, non seulement d'être retiré, ce qui paraît évident, de la liste des États qui soutiennent le terrorisme, la liste noire américaine, mais aussi peut-être l'effacement de son ardoise, de sa dette de 3 milliards de dollars. Il n'est pas certain que l'administration démocrate, si elle succède à celle de Trump, soit aussi pressée d'effacer la dette d'un pays comme le Soudan. Pascal, la presse américaine et le Wall Street Journal en particulier évoquent de son côté aujourd'hui des discussions secrètes entre l'administration Trump et le régime syrien en vue de la libération de 6 Américains qui seraient soit détenus ou dont le sort serait indéterminé depuis plusieurs mois dans le pays. Et il y a quelques jours, on en parlait ensemble la semaine dernière, Pascal, Bachar el-Assad avait posé ses conditions à la reprise de négociations avec Israël. Est-ce qu'il peut se passer dans les mois à venir des choses dans ce dossier syrien entre ces 3 capitales ? Alors là, je crois qu'on a affaire à deux canaux qui sont totalement différents. Le règlement du conflit israélo-syrien, d'une part, on connaît, vous l'avez rappelé Steve, les exigences préalables de Bachar el-Assad. D'autre part, c'est pour parler secrets ou non officiels entre Washington et Damas en vue de la libération de ressortissants américains. Là, ça relève plus de la politique de Trump de ramener les Américains à la maison. Tous les Américains qui se trouvent à l'extérieur, qu'il s'agisse des forces armées américaines au Moyen-Orient ou de civils ressortissants américains ou binationaux qui seraient détenus par des pays ou par des régimes hostiles ou étrangers, qu'il tient absolument à faire revenir aux États-Unis. D'autant plus en cette période de campagne électorale, Pascal. Absolument, ce qui serait pour lui évidemment un bonus inestimable à quelques jours des élections. Donc là, je crois qu'il faut effectivement séparer les deux thématiques. Merci beaucoup Pascal et à demain pour un nouveau direct de Jérusalem. Bel après-midi. Bon après-midi Steve. 14h19, on va marquer maintenant une pause, mais restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour la suite du journal de 14h de Radio J. On sera en compagnie de la chercheuse Amélie Myriam Chély, qui est spécialiste de la radicalisation islamiste. Vous êtes bien sur Radio J. À tout de suite. 14h20, merci de nous rejoindre pour cette deuxième partie du journal de 14h de Radio J. Steve Nadjar au micro pour vous accompagner jusqu'à 14h30. Tout de suite, le grand entretien de cette édition. Amélie Myriam Chély, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes sociologue, spécialiste des processus de radicalisation à l'école des hautes études en sciences sociales. Amélie Myriam Chély, que vous inspire le profil de l'assaillant de l'attaque qui a eu lieu vendredi à Conflans ? Alors déjà, son profil, ce qu'il faut prendre en considération, c'est le fait qu'il y ait un
un pédigré familial déjà, puisqu'on sait que c'est un Tchétchène de Moscou, que c'est une personne qui a déjà demandé asile en Pologne. Étant donné le pédigré, il n'a pas pu justement prendre place, s'installer dans ce pays. En France, la préfecture s'était aussi inquiétée en fait du pédigré familial, et c'est finalement d'autres institutions qui ont pu permettre à cet individu, à la famille de cet individu, de s'installer. Maintenant, il s'agit effectivement d'un cas de figure qui diffère un petit peu de ceux qu'on a pu assister lors des vagues d'attentats, par exemple, de 2015. En quoi ? Il y avait en arrière-plan, en fait, il y avait le conflit syrien qui faisait rage et qui donnait finalement une justification d'ordre géopolitique et géostratégique. Là, c'est moins le cas. On est plus dans une volonté de façon très, très endogène de s'attaquer à ce qu'on appelle la prédominance des discours. C'est-à-dire que aujourd'hui, par exemple, si vous observez la loi sur le séparatisme qui est en train de se profiler, dont on ne sait pas si elle aboutira en l'état ou si elle sera un petit peu désubstantialisée à terme, c'est une volonté finalement de conserver en fait une liberté d'expression qu'on imagine coextensive aux valeurs républicaines. Et bien évidemment, on a un certain nombre de personnes qui se séparent, comme le terme de la proposition de loi l'expose, de cet environnement, qu'il soit d'ordre discursif ou qu'il soit d'ordre citoyen. Autrement dit... Les points... Oui, je vous en prie, terminez. Oui, parmi les points qui font problème, il y a la question justement du blasphème. Alors, souvenons-nous, il y a quelques semaines, de ce jeune Pakistanais qui avait justement voulu commettre un attentat par rapport à cette question du blasphème. C'est une question de norme d'esprit, c'est-à-dire que le pays d'où il vient, lui, l'interdiction du blasphème est une norme, ce n'est pas la même norme ici. Or, ce à quoi on est en train d'assister avec la décapitation de ce professeur, c'est une forme endogène de volonté de rendre le blasphème et son interdiction une nouvelle norme sur le territoire. Autrement dit, Amélie Myriam Chély, certains incidents du quotidien autour de la question, par exemple, particulièrement sensible du blasphème, pourraient, à l'avenir, provoquer de nouvelles attaques du type de celles qu'on a connues en fin de semaine dernière. Tout à fait. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas eu d'attaque aussi spectaculaire, mais c'est tous les jours des questions qui vont de la petite agressivité verbale jusqu'à lynchage dans les cours de récréation ou dans certaines associations, par exemple, pour asseoir en fait une nouvelle norme de discours. C'est-à-dire qu'il y a des institutions, il y a des associations, où par exemple la non-mixité est une norme et en fait on s'offusque de la perspective de voir la mixité entrer dans ces associations. Eh bien, disons que dans certains établissements scolaires, le renversement dans la norme du discours est celle à laquelle on vient d'assister. C'est-à-dire qu'il y a des établissements où les professeurs n'osent plus, par exemple, reprendre un élève quand il explique qu'il faut punir les homosexuels durement, violemment, n'osent plus parce que finalement, ces professeurs se sentent en minorité discursive. C'est-à-dire que leur discours à eux n'est plus le discours majoritaire, il est complexé, il ne peut pas être tenu de la façon la plus pérenne. Ça pourrait s'aggraver dans les prochains mois ou les prochaines années ? Je pense que en fait c'est un problème auquel on est confronté pendant encore au moins 2 voire 3 décennies. C'est-à-dire qu'il y a c'est-à-dire que il va falloir non seulement qu'on s'arme par rapport à cela, mais qu'en plus un certain nombre de corps de métier soient formés à ces problématiques-là, à ces confrontations discursives, à ces confrontations de violence. Pendant un certain temps, il s'était agi de se former face à la radicalisation. Aujourd'hui, on se rend compte qu'au-delà du phénomène de radicalisation, c'est une formation au niveau de la prise en charge des problèmes de confrontation discursive qu'on va devoir gérer. En fait. Vous pensez à quel corps de métier en particulier ? Les professeurs, les psychologues, bien évidemment les gendarmes, les militaires, les travailleurs sociaux en première ligne. Pourrait-on assister, Amélie Myriam Chély, dans les prochains jours, les prochaines semaines, à un phénomène de mimétisme parmi les personnes radicalisées ? Alors, de mimétisme, je n'ai pas de boule de cristal, mais une chose est sûre, à partir du moment
où il y a une radicalisation, enfin, au sens propre du terme, j'entends ici, c'est-à-dire un durcissement, pas une radicalisation, mais un durcissement des positions dans les deux camps, c'est-à-dire que suite à ce drame auquel la France a assisté, bien évidemment, il y a aussi un durcissement des postures républicaine, et donc forcément en face on risque de voir apparaître un durcissement et non pas justement un assouplissement des positions qui étaient plutôt favorables à la punition de ceux qui, je sais pas, par exemple, vont justement montrer des caricatures du prophète. Donc oui, là, on va devoir s'attendre à un durcissement, et les durcissements, dans une continuité presque naturelle, pourraient effectivement aboutir à une multiplication des manœuvres malveillantes, sans forcément aller jusqu'à une tragédie aussi violente que celle à laquelle on a assisté. Mais ça, il y a fort à croire qu'on aura affaire à ça. Ça va durer, vous nous dites, Amélie Myriam Chailly, cet après-midi. Comment peut agir l'exécutif face à ces processus parfois d'auto-radicalisation où les réseaux sociaux jouent une grande part ? Eh bien, c'est justement face à cette question de discours qu'il faut vraiment... Parce qu'en fait, comme on vient de le dire ici, il y a des environnements où tout entier, à l'intérieur de ces structures, de ces associations, de quartiers entiers, il y a une prédominance du discours qui va à l'inverse des valeurs républicaines, de cette liberté d'expression, de cette volonté d'être dans un pluralisme et donc de s'opposer à un absolutisme du vrai, c'est-à-dire qu'une seule personne ait la vérité sacro-sainte et cette vérité sacro-sainte lui permettrait de recourir à l'action violente pour la faire valoir. C'est contre en fait ces environnements, cette diffusion du discours qu'il va falloir en premier lieu lutter. Parce que jusqu'à présent, ce qui s'est passé, c'est que nous réagissions de façon extrêmement passionnée, a posteriori, une fois que l'action a été commise, sans forcément aller s'intéresser à ce qui a généré de telles actions, c'est-à-dire la prolifération de discours et surtout le fait que ces discours entrent dans le cadre d'une prédominance environnementale. Merci beaucoup Amélie Myriam Chailly de nous avoir accompagnés cet après-midi et de nous avoir éclairés sur ces phénomènes particulièrement complexes. Bel après-midi et à bientôt sur Radio J. Merci à vous. Radio J. 14h28 sur Radio J, un rendez-vous à noter maintenant sur vos tablettes et agendas. 21h, je vous donne rendez-vous pour une nouvelle émission sportive. Ça s'appelle Classico et c'est tous les lundis au programme du foot, évidemment, beaucoup de foot, mais aussi d'autres sports qui ont marqué l'actualité de ces derniers jours. Autour de la table, des chroniqueurs, des spécialistes, notamment un journaliste de RMC Sport qui nous parlera de son dernier documentaire consacré à l'OM, une folie européenne. L'OM qui démarre sa campagne en Ligue des Champions mercredi aux côtés du Paris Saint-Germain et de Rennes. Ce soir 21h, Classico. Vous pourrez nous suivre évidemment à la radio, mais aussi sur le site de Radio J et de Judaïque FM et en vidéo sur Facebook et YouTube. Voilà, on termine avec de la musique cette demi-heure. C'est la bande-son du 14h. Aujourd'hui, on écoute Julien Clerc et Christophe Maé avec cette très belle chanson, une belle reprise. Hélène Schumann qui nous a rejoint. Bonjour Hélène. Bonjour. La reprise de cette magnifique chanson de Julien Clerc, Utile, enregistrée en 2019. Je vous souhaite de passer un bel après-midi aux côtés d'Hélène Schumann et je vous dis à demain. Portez-vous bien.